CERF France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du CERF France de Maine-et-Loire. Alors le webinaire effectivement remplace un petit peu nos traditionnelles réunions que nous faisions dans les agences pour vous informer au mieux de l'actualité ou sur des thèmes particuliers. Donc cette fois-ci ça change. À l'habitude vous voyez Monsieur Besançon, Michel Besançon, le directeur adjoint du CERF France de Maine-et-Loire. Cette fois-ci, c'est moi qui vais animer ce webinaire, Jacques Desplanes, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc directeur du service juridique, branche droit des affaires et patrimoine. Donc, qui dit webinaire dit malgré tout interaction. Vous allez pouvoir nous poser des questions et dans la mesure du possible, nous vous y répondrons en direct. Je vous invite à aller à droite en haut de l'écran et vous avez un petit onglet questions. Et là, vous cliquez sur cet onglet questions et puis vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Nous y répondrons. Alors, nous allons prévoir des séquences, je dirais des thème après thème. Nous laisserons un temps pour les réponses et puis pour celles que nous n'aurions pas eu le temps de traiter, nous les traiterons tout à la fin. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, je lance ce webinaire sur la déclaration des revenus. Alors, les participants, je me suis présenté et elle va se présenter. Vous voyez, c'est Béatrice Perdriel, notre référente patrimoine, qui va vous présenter les slides sur la déclaration des revenus 2020. Bonjour Béatrice. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Voilà, donc sans plus entendre, nous allons commencer. Mais avant de commencer, pour vous mettre un petit peu en action, pour que ce soit une interaction, nous allons faire un petit sondage. Alors, de la même façon que pour les questions, vous avez un petit onglet à côté de questions en haut à droite, où c'est marqué sondage. Je vous invite de vous y rendre, vous cliquez sur sondage. Et là, la question est la suivante. Je vous la lis. Selon vous, combien y a-t-il de lois de finances rectificatives pour 2020? De lois de finances rectificatives en 2020? Allez-y, top réponse pour vous prononcer. 4, 3, 2 ou 0. Alors, selon vos réponses, alors, je n'ai pas le pourcentage, je demande à Manuela qui est à côté de moi sur les pourcentages des réponses. Alors, 33% pour les réponses 2 et 3. 20 pour la quatrième réponse, enfin pour 4. Et 13 pour 0. Eh bien, la bonne réponse, c'est 3. C'est 3, puisqu'effectivement, il y a eu, c'était un petit peu une question piège, puisqu'il y a eu la loi de finances en tant que telle pour le 2020, et elle a été suivie de 3 lois de finances rectificatives. Et la question portait bien sur les lois de finances rectificatives. Effectivement, habituellement, l'État en fait une, mais là, il en a eu 3. Il a essayé de s'adapter au fur et à mesure des particularités de l'année 2020 avec la crise économique et la pandémie. Voilà, donc nous ferons un deuxième sondage en toute fin, donc il va falloir être très très attentif pendant toute la présentation, puisque un deuxième sondage vous attend en toute fin de questionnaire et qui portera sur le contenu. Sans plus attendre, je laisse la parole à Béatrice pour ce début de présentation. À toi Béatrice. Merci Jacques. Bien, donc on va faire un petit rappel des règles en matière de prélèvement à la source qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Donc après une année blanche 2019 et une année 2020 qui répondait encore à des règles particulières, nous sommes désormais en régime de croisière. Donc, deux régimes différents. Une partie de vos revenus sont soumis à la retenue à la source. C'est principalement les salaires, les retraites, ainsi que les indemnités journalières. Et l'autre partie de vos revenus, les revenus catégoriels tels que les BIC, les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, les rémunérations des dirigeants de gérants majoritaires de SARL, sont soumis au régime de l'acompte. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit avec le prélèvement à la source, c'est que sur une même année, on va payer à la fois l'impôt sur l'année N et éventuellement le solde de l'impôt sur l'année N-1. Donc, ce qui fait que quelquefois, on est un petit peu perdu dans tous ces prélèvements. C'est-à-dire qu'en 2020, vous avez acquitté tout au long de l'année soit de l'impôt au titre de la retenue à la source ou au titre des acomptes.
En mai 2021, vous allez faire ou on va réaliser vos déclarations de revenus 2020. En juillet et août 2021, donc on connaîtra le montant de l'impôt puisque l'administration fiscale va vous envoyer l'avis d'imposition. Et là, à ce moment-là, deux situations peuvent se présenter. Soit vous avez trop versé, auquel cas l'administration fiscale va procéder à un remboursement, quasiment dans la foulée. Ou soit si vous n'avez pas assez versé, ce sera à vous effectivement de verser le complément. Il se fera, ce versement, il sera prélevé en une seule fois si le montant est inférieur à 300 € ou en 4 fois de septembre à décembre inclus si le complément à verser est supérieur à 300 €. Et ce qui fait que l'impôt ainsi calculé permet effectivement d'adapter le taux du prélèvement à la source et le montant des acomptes pour l'année suivante. Alors, si je comprends bien, ce prélèvement à la source était censé nous simplifier la vie, mais c'est comme à chaque fois, pas tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on a toujours effectivement un chevauchement entre les périodes de référence. Donc, il faut ajuster tout cela en fin d'année civile. Voilà, effectivement. Merci. C'est parti pour les réductions et les crédits d'impôt. Alors, on va d'abord commencer par la réduction dite Coluche. Donc, les dons aux organismes d'intérêt général ouvrent toujours droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant du don, dans une certaine limite, bien évidemment, 20% du revenu imposable. Mais avec la Covid-19, qui a sévi tout au long de l'année 2020, il y a eu de plus en plus de personnes en difficulté, et donc le gouvernement veut nous inciter effectivement à leur venir en aide. Et c'est pourquoi donc, la réduction d'impôt est portée à 75% sur les premiers 1 000 € versés. Et au-delà de cette somme, on reste sur le taux classique de 66%. Donc, ces associations concernées par cette réduction Coluche, eh bien, ce sont les associations qui livrent des repas gratuits, qui aident les gens à se trouver un logement et également celles qui luttent contre les violences conjugales. Et donc, on a une prorogation, effectivement, du dispositif pour l'année 2021. Alors, donc maintenant, nous allons aborder le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique. Donc, il faut savoir qu'il disparaît complètement en 2021 au profit d'une prime dite MaPrimeRénov'. Il reste néanmoins quelques aménagements avant sa suppression définitive. Et c'est un crédit d'impôt de 600 € qui est accordé en 2020 pour l'installation de foyers fermés ou d'inserts. Et c'est également un crédit d'impôt égal à 75% du montant des dépenses effectuées pour acquérir et poser un système de charge pour véhicules électriques. Donc, c'est effectivement au lieu de résidence de l'utilisateur du véhicule. Voilà, donc ce sont les derniers aménagements. Alors, MaPrimeRénov', qui va remplacer de façon définitive le CITE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une aide financière, en fait, qui est versée par l'État, une aide de l'État qui est versée par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration pour l'habitat, et aide financière pour les travaux de rénovation énergétique des logements. Donc, c'est accessible à tous les propriétaires et copropriétaires, qu'ils soient occupants ou qu'ils soient bailleurs. Alors, le montant, on dit que c'est accessible à tout le monde, mais néanmoins, le montant de la prime va varier, puisqu'il y a 5 profils du système MaPrimeRénov' qui dépend effectivement des revenus des foyers. Et donc, voilà, il y a des classements par rapport à cela, et le montant de l'aide va évoluer en fonction de ces différents profils. Alors, il faut savoir qu'il y aura quand même des bonifications, notamment lorsque les travaux amèneront un gain énergétique de plus de 55%. Donc là, il y aura effectivement des bonifications par rapport à ça. Et il y en aura également, notamment pour les ménages aux revenus modestes, voire très modestes. D'accord, donc alors, finalement, comment ça cette prime Rénov', effectivement, remplace les crédits d'impôt et réductions d'impôt que l'on pouvait prétendre et qui se géraient par la déclaration de revenus. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne se gère plus par la déclaration de revenus, enfin, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, c'est ça. On n'a plus rien à reporter effectivement sur la déclaration de revenus. Et comment ça se passe en fait? C'est qu'avant le lancement des travaux, il faut se rendre sur le site
www.maprime.gouv.fr pour faire une demande de prime. Donc après, le site effectivement instruit le dossier et vous notifie le montant de l'attribution de la prime. Et puis à la fin des travaux, il suffit tout simplement d'envoyer ses factures avec son RIB qui aura été transmis préalablement. Et après, l'ANA, effectivement, verse directement sur votre compte bancaire le montant de la prime. Alors, pour en savoir un petit peu plus, vous avez quand même pas mal d'outils à votre disposition sur Internet. Un simulateur d'aide financière, donc c'est www.fer.gouv.fr. Le mode d'emploi sur le site écologie.gouv.fr. Et puis, évidemment, la plateforme de ma prime renov.gouv.fr. Et donc là, je pense que vous aurez pas mal d'informations en allant sur ces différents sites. Alors, donc en matière de réduction d'impôt et de crédit d'impôt, qui restent effectivement éligibles au crédit d'impôt, il s'agit des activités de service à la personne. Donc, il y a une liste importante, hein, il y a au total 26 activités qui sont éligibles, donc je ne vais pas évidemment toutes les citer, je vais citer les principales, c'est ce qui concerne effectivement, enfin celles qui viennent à l'esprit du moins, celles qui concernent l'entretien de la maison, les petits travaux de jardinage, garde d'enfants, assistance informatique, assistance administrative. Et quand je parle d'assistance administrative, je pense notamment effectivement à la réalisation des déclarations de revenus que l'on a pu faire effectivement les années précédentes et que l'on peut encore faire bien évidemment par interservice. Donc ça ouvre droit effectivement à un crédit d'impôt égal à 50% des sommes versées, avec la particularité pour 2020 du fait de la crise Covid, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin que cette assistance administrative ait été faite à domicile. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien la faire par visio et ça ouvre quand même droit au crédit d'impôt. Hein. Donc oui, n'oubliez pas effectivement de joindre à votre déclaration de revenus, de l'intégrer, votre facture interservice. La facture effectivement qui permet d'avoir cette réduction d'impôt. Par principe, les aides à domicile, c'est à domicile, mais là, pandémie oblige, il y a cette dérogation en 2020. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est tant mieux. Oui, quand même. Donc, il y a des systèmes de réduction d'impôt, des dispositifs qui sont reconduits, qui devaient normalement s'arrêter au 31 décembre 2021 et qui sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, c'est le cas des investissements forestiers et des travaux forestiers. Donc, pour les investissements, c'est une réduction d'impôt qui est égale à 18% du montant de l'investissement, donc soit en parcelle boisée ou aboisée, ou soit en part de groupement forestier. Et donc, cette réduction d'impôt de 18% peut passer à 25% si vous adhérez à un groupement de producteurs ou si vous êtes membre d'un groupement d'intérêt économique. Alors, pour les travaux forestiers, c'est exactement le même principe. Le taux de la réduction de 18 peut être porté à 25 si on remplit effectivement les mêmes conditions. C'est juste les plafonds qui changent un petit peu entre les deux systèmes. Donc ça, c'est reconduit. Alors, ce qui est également reconduit là jusqu'au 31 décembre 2021, c'est la souscription, la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME. Donc, taux de réduction qui est à 18% et qui devrait passer à 25%. Je dis bien devrait, puisque là, on attend effectivement une réponse de Bruxelles pour valider complètement ce taux de réduction à 25%. Alors, souscription au capital des PME, il ne s'agit pas de n'importe quelle PME, comme le système avait pu être mis en place il y a une dizaine d'années et dont beaucoup de personnes avaient pu profiter à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, il faut quand même que les PME répondent à certaines conditions et notamment des conditions d'embauche dans les 2 ans qui suivent la création de la société. On a déjà quelques petites questions qui arrivent, on va y répondre juste après cette séquence sur les réductions et crédits d'impôt. Effectivement, réduction et crédit d'impôt sur les PME, c'est vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, on est un peu en attente du faveur de Bruxelles parce que effectivement, ce sont des aides qui sont considérées comme étant un petit peu une subvention aux entreprises. Et donc aujourd'hui, il faut que l'Europe nous donne le feu vert pour pouvoir faire bénéficier de cette réduction d'impôt de 25%.
pour la petite précision. Ok, merci Jacques. Donc, autre réduction d'impôt reconduite jusqu'au 31 décembre 2020, c'est la souscription au capital de sociétés foncières solidaires. Donc, ça sous-entend effectivement que ces entreprises aient reçu préalablement un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, ce sont des entreprises effectivement qui interviennent dans le domaine du logement social. Et donc là, le taux de la réduction d'impôt est égal à 30%. Alors, le prochain crédit d'impôt dont on va vous parler, c'est celui qui concerne l'abandon de loyer. Donc là encore, c'est une disposition qui découle en fait de la crise sanitaire. Et il y aura un crédit d'impôt qui sera accordé à tout propriétaire qui aura abandonné son loyer du mois de novembre, donc novembre 2020 qui correspond au deuxième confinement. Donc, propriétaire qui aura abandonné son loyer effectivement au profit des entreprises impactées par la pandémie et surtout celles en fait qui ont subi une fermeture administrative. Donc, on pense évidemment tout naturellement, notamment au restaurant, mais il n'y a pas que. Donc, le crédit d'impôt, il sera égal à 50% du montant des loyers abandonnés. Si l'entreprise locataire donc a moins de 250 salariés, et dans le cas où l'entreprise locataire a plus de 250 salariés, le crédit d'impôt de 50% sera calculé sur la base de 66% du loyer abandonné. Voilà. Et donc, si vous décidez effectivement d'accorder cet abandon de loyer à votre locataire, si vous avez pris la décision en 2020, le crédit d'impôt vous sera accordé au titre de l'année 2020. Si vous prenez la décision que maintenant ou au cours de l'année 2021, le crédit d'impôt vous sera accordé au titre de l'année 2021. Voilà, ce n'était pas forcément une décision à prendre au 31 décembre 2020. Vous pouvez encore la prendre. Alors, le prélèvement à la source. Voilà, c'est ça, le prélèvement à la source. Le prélèvement forfaitaire plutôt, sur les revenus de capitaux mobiliers. Donc là, on va surtout parler des revenus de placement financier, et notamment les produits effectivement que vous avez à la banque, hein, tout simplement. Ces revenus-là sont de plein droit imposés, si vous voulez, au prélèvement forfaitaire unique, qui est le taux forfaitaire de 12,8% pour l'impôt. Alors, je ne parle pas de la CSG, je ne parle bien que de l'impôt, 12,8%, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir de soumettre ces revenus-là au barème progressif de l'impôt. Mais les banques, évidemment, par souci de simplification, font toujours application du prélèvement forfaitaire unique. Mais ce n'est pas parce que la banque l'a opéré que vous devez effectivement ne pas faire un autre choix. Hein. Donc, c'est au moment de votre déclaration de revenus, que vous allez faire là en mai 2021, qui va se faire, où là, vous avez la possibilité, effectivement, de choisir entre les deux régimes. Et ça, c'est un choix que l'on fait tous les ans, année par année. Il suffit simplement de cocher ou de décocher la case de OP au moment où vous faites votre déclaration de revenus. Donc, voilà, le mieux, effectivement, c'est vous faites votre déclaration, vous allez voir le montant total de l'impôt. Ensuite, vous revenez sur votre déclaration et là, vous cochez la case de OP et vous verrez effectivement dans quelle situation vous payez le moins d'impôt. Voilà, c'est tout simplement une petite case à cocher ou décocher. Vraiment, le bon conseil, c'est celui-ci, parce qu'effectivement, ne vous posez pas trop de questions. On a la possibilité maintenant, avec notre déclaration fiscale que l'on fait en ligne, d'aller jusqu'au bout, de générer l'impôt sans pour autant valider définitivement la déclaration. Et puis ensuite, vous revenez et puis vous cochez ou décochez cette fameuse case 2OP et vous verrez dans quel cas votre niveau d'imposition, votre impôt est le plus faible. Et donc, vous cochez ou décochez. Mais c'est vrai que c'est très important, Béatrice, de nous l'avoir rappelé parce que souvent eh bien, finalement, on oublie et on a eu des prélèvements bon, essentiellement sur les intérêts de placement de banque, mais également, ça marche sur les dividendes. Et sur les dividendes, on s'en souvient plus parce que la question est posée lors de l'affectation si
si on fait ou pas la prélèvement. Mais par contre, pour les produits bancaires, on ne vous demande pas votre avis. Donc, on sait pertinemment que ça a été prélevé. Après, est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? Eh bien, il faut faire ce calcul-là. Merci de ce rappel. Très bien. Donc, maintenant, on va parler un petit peu d'immobilier, oui. Alors oui, avant de parler d'immobilier, on va juste répondre aux quelques questions qui sont liées à ces questions, à ces réductions d'impôts et crédits d'impôt. Donc, tout d'abord, Martine qui nous demande si on pourra avoir les informations par mail parce que sa connexion est mauvaise. Elle n'a peut-être pas eu le temps de tout prendre en note, notamment sur les slides sur la prime rénov'. Pas de souci, c'est prévu. On va vous envoyer le support. Lorsqu'on l'aura finalisé, on vous l'envoie par mail pour que vous puissiez le regarder et avoir toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui. Sinon, la question de Patricia, à combien s'élève la réduction d'impôt lorsque je fais intervenir des entreprises pour le jardinage et l'entretien? À mon sens, c'est 50%. Béatrice, c'est ça le taux? C'est bien ça. C'est bien ça, 50% effectivement. des dépenses. 50% des dépenses bénéficient du crédit d'impôt. C'est intéressant. Et nous avons aussi Brigitte qui nous pose la question par rapport à, je dirais, la rénovation de sa résidence secondaire. Est-ce qu'elle peut bénéficier de ma prime rénov' sur les résidences secondaires? A priori, je ne pense pas. Je pense que c'est que les résidences principales. Oui, je ne pense pas non plus. On pourra effectivement le vérifier, mais spontanément, je dirais qu'il n'y a effectivement que les résidences principales qui sont concernées par cette aide financière. C'est ce que nous confirme aussi Michel qui participe aux réponses. Je vous remercie vraiment de son aide. Donc voilà, écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et on vous y répondra ensuite. Alors, il y a une question aussi sur la flat tax d'Alain qui nous dit, pouvez-vous intervenir sur la flat tax, 30% forfaitaire imposée et subie, laquelle peut se réintégrer dans les revenus normaux lors de sa future déclaration de revenus? Alors, c'est peut-être des éclaircissements par rapport à ça. Alors, je pense que comme Béatrice... je pense que c'est ce que l'on disait tout à l'heure, effectivement. La flat tax est opérée d'office par la banque, parce que c'est plus simple, beaucoup plus simple pour eux. Mais vous, après, vous avez le choix au moment de votre déclaration de revenus de soumettre cela au barème progressif. Et si effectivement c'est plus intéressant pour vous, eh bien ça se traduira effectivement par une baisse, enfin un remboursement en fait de l'impôt acquitté à la source avec la flat tax. Tout à fait. Et en termes de sémantique, quand on parle de flat tax ou de PFU, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La flat tax, c'est l'appellation anglaise du prélèvement forfaitaire unique. Donc, c'est la même chose. Voilà. Eh bien, on enchaîne sur l'immobilier. C'est parti sur l'immobilier. Très bien. Donc, on va parler de la réduction d'impôt Pinel. Donc, le dispositif Pinel devait effectivement s'arrêter au 31 décembre 2021. Il va être prorogé jusqu'au 31 décembre 2024, mais avec une réduction progressive des avantages fiscaux. Donc, juste pour illustrer, un investissement réalisé effectivement jusqu'en 2022 avec un engagement de location de 6 ans en ce qui concerne la première ligne du tableau, l'avantage fiscal est de 12%. Pour les investissements réalisés jusqu'en 2023 inclus, il sera cet avantage de 10,5%. Et la dernière année du dispositif, il sera ramené à 9%. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Les loueurs meublés. Il y a eu du nouveau aussi chez les loueurs meublés. Oui, tout à fait. Alors là, ce n'est pas vraiment la loi de finances qui est venue éclaircir un petit peu le régime. C'est la loi de financement de la sécurité sociale qui a été votée fin décembre. Il y en a une effectivement tous les ans comme les lois de finances. Et elle est venue mettre un terme effectivement aux différents doutes et interprétations que l'on avait sur le sujet depuis quelque temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que si au plan fiscal, on devient un loueur en meublé professionnel, on sera à ce moment-là automatiquement assujetti au système, au régime des non-salariés, au régime de cotisation des non-salariés.
Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vos recettes des locations meublées, et je dis bien recettes et pas bénéfices, quand les recettes sont inférieures à 23 000 €, il n'y a aucune affiliation à quelque régime social que ce soit. Quand les recettes sont supérieures à 23 000 €, là, il y a deux cas de figure. Ces recettes supérieures à 23 000 € restent inférieures aux revenus professionnels du foyer. Donc là, il n'y a aucune affiliation. Si ces recettes de plus de 23 000 € sont supérieures à vos revenus professionnels, là, vous serez assujetti effectivement au régime social des travailleurs non salariés, c'est-à-dire la SSI qui a remplacé le RSI, ou sur option pour les locations de courte durée, l'URSSAF. Voilà, donc ça change un petit peu la donne. Alors, s'il n'y a pas de questions sur ces questions de location en meublé, de suite sur la transmission. Alors, quelques informations sur la transmission et les donations. Il y a eu des nouveautés aussi en 2020. Tout à fait. Qui sont là encore effectivement inspirés par la crise sanitaire, avec la création d'un abattement de 100 000 € pour les dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. Donc, voilà, on peut encore donner aujourd'hui. Donc, on peut donner effectivement de l'argent à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et si on n'a pas de descendance directe, on peut faire profiter ses neveux et nièces de cette somme d'argent. Donc, l'abattement de 100 000 €, c'est un montant qui s'apprécie par donateur et non pas par donataire. C'est-à-dire que si j'ai 100 000 € à donner et que j'ai deux donataires, eh bien, ils ne recevront chacun que 50 000 €. C'est à mon niveau, à moi, donateur, effectivement, que l'abattement se calcule. Alors, bien évidemment, il y a des conditions. On n'a jamais d'avantage sans condition. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'au plus tard, au dernier jour du 3e mois qui suit la donation, il faut que cette somme d'argent soit affectée soit à la souscription au capital d'une entreprise dont, bien évidemment, le donataire, donc le bénéficiaire, exercera son activité professionnelle. Ou alors, il faut affecter cette somme-là à la rénovation énergétique de la résidence principale en propriété. Ou alors, troisième possibilité d'affectation, c'est la construction de la résidence principale. Construction et non pas achat. Donc, on voit bien la volonté de favoriser un peu le secteur du BTP. Le bâtiment et de réinjecter finalement du cash dans l'économie. Ben, c'est ça, donc, voilà. C'est souvent ça, les incitations fiscales. Donc, ce dispositif est cumulable effectivement avec les autres dispositifs qui existent bien évidemment. Alors, en matière de coup de pouce, on va dire, aux enfants, puisque je crois que c'est ça un petit peu le thème, c'est-à-dire d'aider financièrement un enfant en lui donnant des liquidités, c'est ce que moi j'appelle le coup de pouce. Alors, est-ce qu'il vous faut passer devant notaire ou pas, donc, une donation de somme d'argent, c'est ce qu'on appelle un don manuel. Donc, même si on ne donne plus une enveloppe remplie de billets et que le transfert d'argent se fait par virement ou par chèque, ça reste néanmoins un don manuel. Et dès lors qu'il s'agit de don manuel, nous n'avons pas l'obligation, effectivement, de rédiger un acte notarié, comme c'est le cas pour les autres biens. Il faut le déclarer aux impôts, évidemment. Ça se fait de façon très simple. Il suffit de remplir un imprimé que l'on peut télécharger sur Internet. Et c'est la personne qui reçoit le don qui remplit cette déclaration et qui l'adresse effectivement au centre des impôts dont il relève. Et il y a effectivement, en matière de don manuel, on peut donner, chacun des parents, par exemple, peut donner à chacun de ses enfants une somme de 31 865 € sans aucun droit de donation. C'est ce qu'on appelle le don Sarkozy, puisqu'il a vu le jour en 2007. Et ce dispositif peut on peut recommencer comme cela tous les 15 ans. Pour ce dispositif-là. Alors, écoutez, merci pour cette partie. Donc, on peut vous faire participer par ce deuxième sondage qui porte justement sur les donations. Donc, pour ce deuxième sondage,
allez-y, vous pouvez aller sur sondage et nous allons le lancer. La question est la suivante. En dehors des abattements Covid-19 dont vient vous parler Béatrice, il existe des abattements renouvelables. Et savez-vous à quel rythme? C'est parti. On peut les renouveler tous les 15 ans, on peut les renouveler tous les 6 ans, tous les 10 ans ou tous les 18 ans. Alors, la votation se fait. Et donc, je me retourne vers Manuela qui va nous donner les pourcentages par rapport à cette deuxième question. Alors. 77 pour 15. Oui. 14 pour 6 et 7 pour 10. 77% pour 15, 14 à 6 ans et 13 pour 10. Et 13 pour 10. Et la bonne réponse, c'est quoi, Béatrice? Eh bien, c'est 15. Alors, tous les 15 ans, effectivement. Oui, tu l'as glissé dans ton... Oui, c'est ça, je l'ai glissé un petit peu, effectivement. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû attendre la question. Alors, pour apporter cette précision. Ça marche que pour les 31 000 Alors non, euros. ça c'est le don Sarkozy, 31 865 euros, don de somme d'argent. Mais après, effectivement, tous les 15 ans, chaque parent peut donner à chacun de ses enfants un montant de 100 000 euros. Et là, ce n'est pas que de l'argent. Non, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être également de l'argent. Voilà. Et le tout, effectivement, tous les dispositifs sont cumulables. Simplement, le point commun, c'est que l'on remet les compteurs à zéro tous les 15 ans. Très bien. Et donc, pour répondre à la question de Nathalie qui nous dit ce dispositif de don vient-il s'ajouter aux donations qui auraient été faites il y a peu? Ben oui, si oui, la tout à fait. Le dispositif, tout à fait. Voilà, ça c'est... n'a pas été fait depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc, c'est un peu de date à date, je crois. C'est-à-dire qu'on peut avoir une donation de 100 000 euros qui a été faite il y a 10 ans, mais on n'a pas utilisé la totalité, effectivement, de l'abattement. Voilà. D'accord. Ou l'enveloppe de 31 000. Non, mais là, l'abattement de 100 000 euros qui doit être affecté à trois choses bien particulières, ça, c'est vraiment, ça se cumule. Enfin, on ne regarde pas ce qui a été fait dans les 15 ans. C'est vraiment quelque chose de ponctuel, c'est one shot. Voilà. Alors oui, on disait tout à l'heure effectivement qu'il n'y avait pas d'obligation de passer devant notaire et qu'on pouvait simplement remplir un imprimé fiscal CERFA. Oui, effectivement, c'est vrai. Néanmoins, on voudrait quand même attirer votre attention sur le fait que ce n'était peut-être pas forcément toujours la bonne solution, puisque un don manuel est une donation simple qui est ce que l'on appelle rapportable à la succession du donateur. Ce qui veut dire en clair que le bien qui aura été acquis avec les dons de sommes d'argent vont être réévalués au jour du décès à la valeur au jour du décès. Donc du coup, ça peut créer effectivement quelques incohérences entre les enfants, alors que généralement la volonté des parents à un moment donné, c'est de donner un coup de pouce aux enfants, mais ce n'est pas forcément que ça crée des distorsions entre eux au moment de leur décès notamment. Donc là, je pense qu'il faut, selon le montant du don, etc., il faut peut-être poser un petit peu plus ces choses et raisonner un petit peu différemment, un peu plus globalement. Et je crois savoir, Béatrice, que lorsqu'on rapporte ce bien-là ou cette somme à la succession, on rapporte à la valeur au jour de la succession, ce qui veut dire qu'on aurait pu recevoir au jour du décès, tout à fait. On aurait pu recevoir un bien qui valait 50 000 euros il y a 20 ans, et puis aujourd'hui il en vaut 200 000, et on tient compte des 200 000 de dons, ce qui fait, faire une surprise. Et si le frère et sœur a reçu le même montant à la base et qu'au jour du décès, son bien s'est transformé à prix de la valeur et il atteint aujourd'hui une valeur de 300 000 euros, effectivement, il y a un des enfants qui aura 200 000 et l'autre qui aura 300 000. Et donc, il faudra refaire un petit peu les comptes entre les deux. Merci pour cette phase-là. Alors, le plan d'épargne retraite. Oui. Donc, c'était un dispositif qu'on souhaitait effectivement vous rappeler. Donc, les nouveaux contrats épargne retraite sont en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
Et la particularité en lien avec le thème du jour, c'est effectivement la déduction fiscale des versements. Dès lors que vous faites un versement sur ces nouveaux plans d'épargne retraite, ils peuvent être déductibles de votre revenu global dans la limite de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour 2021, 4 136 € exactement, ou dans la limite de 10% de vos revenus professionnels de N-1, dans la limite là, de 8 fois le PAS, c'est-à-dire que vous pouvez déduire jusqu'à 33 000 € si vous avez des revenus professionnels qui atteignent à peu près 330 000 €. Voilà, donc entre les deux, il y a une double limite qui s'applique. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on déduit les versements de ces impôts, eh bien, au moment où on récupère le capital, c'est-à-dire au plus tôt au moment de sa retraite, parce que c'est un produit retraite quand même, eh bien, le capital sera imposé à ce moment-là à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des pensions et des rentes, mais là, sans l'abattement de 10%. Alors que si on n'a pas choisi la déductibilité fiscale, effectivement, au moment du versement des sommes sur ce contrat retraite, à la sortie, le capital sera exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, une des particularités quand même de ce plan d'épargne retraite que j'oublie de vous rappeler, c'est effectivement la sortie en capital et non en rente. Parce que la plupart, jusqu'à présent, la plupart des contrats retraite prévoyaient effectivement une sortie en rente. Surtout, c'était même obligatoire dès lors qu'on déduisait les versements de ces revenus. Aujourd'hui, on aura la possibilité de sortir en capital. Voilà. Alors, le capital est soit à la fin imposé ou exonéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits, c'est-à-dire les plus-values que votre placement aura pu générer, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, les plus-values sont toujours soumises à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou à la flat tax. Là, c'est pareil, on opère un choix entre les deux systèmes, on retient ce qui est le plus intéressant. Très bien, donc un nouveau système effectivement qui nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de choix à faire. On avait un système de, si je comprends bien, de plan d'épargne retraite qui était un petit peu tunnel où on sortait qu'en rente. Aujourd'hui, on peut le déduire, pas déduire, sortir en capital, sortir en rente. Donc, ça nous apporte quand même pas mal de possibilités. Oui, beaucoup de possibilités et donc du coup peut-être beaucoup de questions. Dans les stratégies à adopter, évidemment. Plus on a de choix et plus effectivement on doit se poser de questions au moment de la mise en place. Merci Béatrice. Alors j'ai une question de Michel qui nous parle, qui nous demande, vous parlez de revalorisation des biens acquis par un don en argent au moment du décès, mais qu'en est-il des donations de biens immobiliers au moment du décès du donataire? Je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire si j'ai reçu un immeuble, une maison qui valait 100 000 € et que la maison elle a pris de la valeur et qu'elle vaut 300 000 € au jour de la succession, ça va bien être rapportable si cette donation n'a pas été faite dans le cadre d'une donation partage. Oui, tout à fait, c'est ça. L'intérêt de la donation partage, effectivement, c'est que ça fige les valeurs, parce que la donation partage sous-entend effectivement que l'on donne à tous ses héritiers présomptifs. Et donc, ça fige les valeurs au moment de la donation. C'est-à-dire qu'au jour du décès, effectivement, on ne reviendra pas sur la valeur des biens. Alors que les donations simples, effectivement, on revalorise le bien au jour du décès, sauf à prévoir dans l'acte notarié, c'est aussi une stratégie, sauf à prévoir dans ces cas-là que la donation ne sera pas rapportable. Ça peut être prévu expressément dans l'acte de donation. D'accord. Merci pour ces précisions. Voilà, écoutez, on arrive un petit peu à la fin de notre présentation. Alors, une petite vidéo que je vous laisse regarder avant de conclure. Voilà, pour ça, juste pour vous dire qu'on se tient à votre disposition, vos comptables, dans les agences pour vous faire votre déclaration de revenus. Comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, via Interservice, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt pour cette aide administrative à la déclaration des revenus.
Si vous avez d'autres questions qui concernent plutôt la transmission, le patrimoine, surtout n'hésitez pas. Béatrice Perdriel est à votre disposition. Vous pouvez l'appeler au standard. Également moi-même, Jacques Desplanes. Nous avons 2 ou 3 spécialistes pour les questions je dirais, d'organisation patrimoniale, de bilan patrimonial. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des doutes, des questions, pour faire un point plus global. Merci beaucoup à tous, très bon après-midi, et puis à bientôt sur les webinaires de CERF France de Maine-et-Loire. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.